La purée de myrtille était encore tiède quand ma sœur, Mireille, a lâché sa bombe lors du dîner de Noël de notre famille. Elle s'est levée de sa chaise, au bout de la table, verre de vin à la main, comme si elle portait un toast à sa propre intelligence. La salle à manger est devenue silencieuse, à l'exception du léger tintement des couverts sur les assiettes en porcelaine, tandis que 23 membres de notre famille se tournaient vers elle. J'ai une nouvelle excitante à partager avec tout le monde, a-t-elle annoncé, sa voix empreinte de ce ton familier de supériorité qu'elle avait perfectionné au fil des ans. J'ai aidé Sophie à prendre des décisions financières indispensables qui auraient dû être prises il y a des années. Elle m'a désigné de son verre, et j'ai senti le poids familier de près de 2 douzaines de pères Dieu se poser sur moi, venant de tout notre rassemblement familial. J'ai continué à couper ma dinde méthodiquement, gardant mon expression neutre et mes mouvements calmes. À 32 ans, j'avais appris que réagir aux déclarations de Mireille ne faisait qu'alimenter son besoin de drame et d'attention. Elle avait 35 ans, était mariée à un orthodontiste prospère nommé Bruno, et s'était autoproclamée conseillère financière de la famille, malgré n'avoir jamais travaillé en dehors de la gestion du cabinet dentaire de son mari et de l'organisation de déjeuners de charité pour leur club de campagne. Sophie vit dans ce petit appartement d'une pièce en centre-ville depuis 6 ans maintenant, a continué Mireille, sa voix devenant plus animée à mesure qu'elle s'enthousiasmait pour son sujet. Le même espace exigu, la même cuisine démodée avec ses horribles comptoirs en stratifie, sans jamais améliorer sa situation. Elle a jeté de l'argent par les fenêtres en paiement de loyer et en taxes foncières alors qu'elle devrait construire un véritable avenir. Les murmures d'approbation ont commencé immédiatement. Ma cousine, Julie, a hoché vigoureusement la tête de l'autre côté de la table. J'ai dit la même chose. Cet endroit est si petit qu'on peut à peine y mettre une table à manger. Mireille a rayonné de ce soutien. Exactement. Alors, j'ai pris les devants et les mis en vente par l'intermédiaire d'un des patients de Bruno qui est agent immobilier. Nous avons trouvé un acheteur à 315 000 €, ce qui est honnêtement plus que ce que vaut ce petit endroit sur le marché volatile d'aujourd'hui. Le timing ne pourrait pas être meilleur. La table a éclaté en approbation enthousiaste. Tante Jeanne a frappé dans ses mains avec une excitation sincère. Oh, Mireille, c'est absolument merveilleux. Quelqu'un doit aider Sophie à prendre des décisions pratiques concernant son avenir. Oncle Robert, qui possédait 3 immeubles de rapport en banlieue, a hoché la tête sagement depuis sa position à côté de mon père. L'immobilier est sur le point de s'effondrer de toute façon avec la hausse des taux d'intérêt. Mieux vaut sortir maintenant tant que vous pouvez encore faire un profit. Ma mère rayonnait littéralement de fierté en regardant Mireille et moi. C'est exactement le genre de soutien familial dont nous avons besoin en ces temps incertains. Mireille a toujours été si douée avec l'argent et la planification à long terme. Vous vous souvenez comment elle a aidé tante Caroline à refinancer sa maison et lui a fait économiser des milliers ? Elle s'est tournée vers moi avec cette expression patiente, légèrement condescendante qu'elle portait depuis que j'étais adolescente, prenant des décisions douteuses concernant les spécialités universitaires et les parcours professionnels. Ma chérie, tu devrais être reconnaissante que Mireille ait pris les choses en main. Tu as toujours été trop sentimentale à propos de ce petit endroit, et le sentiment ne construit ni la richesse ni la sécurité. J'ai bu mon café lentement et j'ai souri paisiblement. Cela semble être un bel accomplissement, Mireille. Je suis sûre que tu as mis beaucoup de réflexion et d'effort dans cette décision. La famille a interprété ma réponse calme comme une acceptation, peut-être même une gratitude masquée par l'embarras de voir mes limitations financières discutées si publiquement. Ils ne pouvaient pas savoir que mon petit appartement était enregistré auprès du service du Trésor public de lutte contre la criminalité financière en tant que propriété surveillée dans le cadre de protocoles de sécurité fédéraux. Ils n'avaient aucun moyen de comprendre que toute transaction non autorisée impliquant la propriété déclencherait automatiquement des procédures d'enquête fédérale qui ne pourraient pas être arrêtées ou inversées une fois initiées. Mireille n'avait aucun moyen de savoir que je travaillais pour l'ACPR en tant qu'analyste financière principale spécialisée dans les enquêtes complexes sur le blanchiment d'argent et les réseaux de criminalité financière internationale. Mon habilitation de sécurité top secret exigeait une divulgation complète de tous les actifs, investissements et relations financières. L'acte de propriété de mon appartement était signalé dans plusieurs bases de données fédérales comme appartenant à quelqu'un ayant accès à des informations financières hautement sensibles qui pourraient compromettre la sécurité nationale si elles étaient exploitées.
La modeste unité d'une chambre que j'avais achetée en espèces il y a 6 ans n'était pas seulement ma maison. C'était un actif fédéral protégé sous des systèmes de surveillance continue conçus pour détecter toute tentative d'accès, de modification ou de transfert non autorisé. L'emplacement avait été spécifiquement choisi après des enquêtes approfondies et des examens de sécurité menés par des agences fédérales. Ma famille voyait une fonctionnaire en difficulté, vivant de chèque de paie en chèque de paie dans un appartement exigu du centre-ville qui répondait à peine à leurs normes de vie adulte. Ils voyaient quelqu'un qui conduisait une vieille Renault Clio de 7 ans avec une bosse sur la porte passager, faisait ses courses dans des magasins discount avec des coupons, et ne prenait jamais de vacances coûteuses dans des destinations exotiques comme le reste de la famille. Il supposait que mon travail gouvernemental était un poste administratif de bas niveau qui couvrait à peine mes factures mensuelles et n'offrait aucune réelle opportunité d'avancement. Lorsque des parents me demandaient ce que je faisais comme travail, je disais toujours analyse financière pour le service du Trésor, ce qu'ils interprétaient comme de la paperasse ennuyeuse et du calcul que n'importe qui avec des compétences mathématiques de base pouvait gérer. Ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'est que mon habilitation de sécurité restreignait presque tous les aspects de ma vie financière. Où je pouvais vivre, ce que je pouvais acheter, comment je pouvais investir de l'argent, avec qui je pouvais m'associer, quel pays je pouvais visiter et comment je pouvais effectuer des transactions financières. Chaque actif que je possédais devait être divulgué, documenté et surveillé en permanence par les systèmes de sécurité fédéraux. L'appartement qui leur semblait minuscule et démodé était stratégiquement situé à une distance sécurisée des installations fédérales, achetées après des mois de vérification d'antécédents, d'audits financiers et d'examens de sécurité par plusieurs agences. Le mobilier modeste et l'absence d'électronique coûteuse n'étaient pas des signes de difficultés financières. C'étaient des exigences pour maintenir l'habilitation de sécurité dans des postes sensibles. La clôture est prévue pour vendredi prochain à 14h, a poursuivi Mireille, savourant clairement son moment en tant que solutionneuse de problèmes et experte financière de la famille. J'ai déjà signé tous les documents en tant que procuration de Sophie, donc il n'y aura pas de retard ni de complications. Les acheteurs sont un charmant jeune couple de patients de Brno. Il a fait leurs soins dentaires l'année dernière et il paie en espèces, donc nous n'avons pas à nous soucier des approbations de financement ou des complications de prêt. Ma cousine, Julie, s'est penchée en avant avec un intérêt et une admiration évidents. Tu as une procuration sur les finances de Sophie ? C'est une planification vraiment intelligente pour les urgences familiales et des situations comme celle-ci. Mireille a agité la main de manière désinvolte, comme si les complexités juridiques étaient des détails mineurs qui ne méritaient guère d'être discutés. Oh, j'ai juste forgé la signature de Sophie sur les documents nécessaires. Elle aurait trop réfléchi et probablement reculé à la dernière minute comme elle le fait toujours. Parfois, la famille doit prendre des décisions difficiles pour les membres de la famille qui ne voient pas la situation dans son ensemble. L'aveu désinvolte de falsification a plané dans l'air comme s'il s'agissait d'une affaire familiale parfaitement normale plutôt que d'un acte criminel grave. Plusieurs parents ont ri et ont hoché la tête avec approbation devant l'approche pratique de Mireille pour résoudre les problèmes familiaux. Mon père a même ri aux éclats et a secoué la tête avec une exaspération affectueuse. C'est notre Mireille, toujours à couper court à la paperasse et à la bureaucratie pour faire avancer les choses efficacement. Oncle Robert a levé sa bouteille de bière dans un simulacre de toast. Parfois, il faut sauver les gens de leur propre mauvais jugement et de leur indécision. Sophie a de la chance d'avoir quelqu'un qui veille sur ses intérêts. J'ai pris une autre gorgée de café et j'ai maintenu mon expression paisible et reconnaissante. Mireille venait d'avouer un vol d'identité, une fraude électronique et des crimes fédéraux contre la propriété devant 23 témoins, dont la plupart avaient encouragé ou applaudi son comportement criminel. Elle avait également commis de multiples crimes fédéraux en tentant de transférer une propriété surveillée sans autorisation des agences de sécurité fédérales, mais je n'ai rien dit sur les implications légales ou les conséquences potentielles. Dans environ 18 heures, elle découvrirait la gravité de ses choix par une expérience directe avec les forces de l'ordre fédéral. Le reste du dîner s'est déroulé avec Mireille recevant des félicitations continues pour son initiative et sa pensée familiale. Elle a expliqué en détail comment elle avait trouvé les acheteurs grâce aux relations du cabinet dentaire de Brno, comment elle avait habilement négocié le prix à la hausse par rapport à leur offre initiale de 290 000 € en soulignant l'emplacement privilégié du centre-ville et le potentiel d'investissement,
Et comment elle prévoyait de m'aider à trouver un appartement locatif plus approprié dans leur quartier de banlieue. Sophie peut enfin arrêter de gaspiller de l'argent en paiement de loyer, en taxes foncières, en assurance et en frais d'entretien, a-t-elle déclaré en servant la tarte à la citrouille avec une satisfaction évidente. La location a tellement plus de sens pour quelqu'un dans sa situation et à son niveau de revenu. Pas de soucis de réparation, pas de stress lié à la valeur de la propriété, pas d'anxiété liée aux fluctuations du marché, juste des paiements mensuels simples et prévisibles qui libèrent de l'argent pour d'autres priorités. Ma grand-mère, qui avait 87 ans et s'était toujours inquiétée de mes choix de vie non conventionnels, m'a tapoté la main avec une affection sincère. C'est une bénédiction, ma chère. Mireille veille vraiment sur tes intérêts et ta sécurité à long terme. Tu devrais écouter ses conseils plus souvent. Toute la table a murmuré son accord et son approbation. J'étais entourée de membres de ma famille qui croyaient sincèrement être témoins d'un acte d'intervention affectueuse et de résolution de problèmes pratiques plutôt que de la commission de multiples crimes fédéraux qui entraîneraient des années de peine de prison fédérale et des casiers judiciaires permanents. Après le dîner, Mireille m'a prise à part dans la cuisine pendant que tout le monde se réunissait dans le salon pour regarder le football et discuter de politique. La cuisine était chaude à cause de la cuisson, et elle avait l'air rougie par le vin et la satisfaction d'elle-même alors qu'elle chargeait le lave-vaisselle avec l'efficacité de quelqu'un habitué à gérer le personnel de maison. Je sais que cela semble soudain et peut-être un peu accablant, a-t-elle dit avec une fausse sympathie, adoptant le ton patient qu'elle utilisait pour expliquer des concepts financiers complexes à des personnes moins sophistiquées. Le changement est toujours difficile à accepter, surtout quand on s'est habitué à des situations sous-optimales. Mais parfois, les gens qui vous aiment doivent prendre des décisions difficiles que vous ne pouvez pas voir clairement vous-même. J'ai continué à sécher les assiettes qu'elle me tendait et j'ai hoché la tête pensivement. Je suis sûre que tout se passera exactement comme il le faut. Mireille, tu as évidemment beaucoup réfléchi à cela. Elle a souri avec une profonde satisfaction et un évident soulagement que je n'allais pas provoquer de drame familial en m'opposant à son intervention parfaitement raisonnable. Exactement. C'est l'attitude mature que j'espérais que tu prendrais. Parfois, la sœur cadette a besoin que la sœur aînée prenne les décisions difficiles qui semblent effrayantes sur le moment, mais qui s'avèrent être exactement les bonnes à long terme. Elle s'est séché les mains sur un torchon de cuisine et m'a regardé avec l'expression de quelqu'un qui donne d'importantes instructions finales. La clôture est à 14h vendredi au cabinet d'avocats Durand et Associés, en centre-ville, rue de la République. C'est le même cabinet que Bruno utilise pour tous ses contrats commerciaux, donc ils sont très professionnels et efficaces. Je m'occuperai de tout personnellement. Tu n'as même pas besoin d'être là ni de prendre un jour de congé. J'apporterai tous les documents chez toi vendredi soir afin que tu puisses voir que tout a été géré correctement. Vendredi matin est arrivé, gris et froid, avec la promesse de la neige de décembre. J'étais à mon bureau au bâtiment du Trésor à 7h15, plutôt que d'habitude parce que je voulais vider ma charge de travail avant les inévitables interruptions qui surviendraient plus tard dans la journée. Mon bureau était au 4e étage avec une vue sur la Seine, et j'ai passé les 3 premières heures à examiner les rapports d'activité suspectes des banques de la région parisienne. Ma mission actuelle impliquait le suivi des schémas de blanchiment d'argent dans les transactions de crypto-monnaies qui montraient des signes de connexion à des réseaux de financement du terrorisme international. Le travail exigeait l'analyse de données financières complexes, la coordination avec les agences fédérales d'application de la loi dans plusieurs juridictions et la préparation de rapports détaillés qui seraient utilisés dans les poursuites fédérales et les enquêtes de sécurité nationale. À 11h47, mon téléphone portable a vibré avec un message texte d'un numéro inconnu. Sophie, ici maître David Durand du cabinet Durand et Associés. Il y a eu une situation d'urgence concernant la vente de votre propriété. Veuillez appeler mon cabinet immédiatement. C'est extrêmement urgent. Je n'ai pas appelé immédiatement. Le mot « urgence » dans les communications juridiques signifiait généralement que quelqu'un avait découvert qu'il allait faire face à de graves accusations criminelles. Et j'avais appris que les réactions de panique immédiate amélioraient rarement la situation de quiconque. Au lieu de cela, j'ai terminé l'analyse d'un modèle de virement particulièrement complexe qui suggérait une fraude par société écran impliquant 14 institutions financières différentes dans 6 départements. J'ai soumis mon rapport détaillé par des canaux fédéraux sécurisés, puis j'ai appelé le numéro à 12h23. Mademoiselle Dubois,
Dieu merci, vous avez rappelé, a dit Maître Durand, sa voix tendue par une panique à peine contenue. Il y a des agents fédéraux à mon cabinet en ce moment. Des agents de la PJ avec des mandats. Ils ont saisi tous les dossiers liés à la vente de votre propriété, y compris les contrats originaux, les registres financiers et la correspondance. Ils disent que la transaction implique une fraude fédérale sur la propriété, un vol d'identité et un transfert non autorisé d'actifs surveillés. Je me suis penché en arrière sur ma chaise de bureau et j'ai regardé le ciel gris de décembre au-dessus de la Seine. Cela semble très grave, Maître Durand. Que vous disent-ils exactement ? Ils ont délivré des mandats de saisie de documents et traitent cela comme une enquête fédérale majeure. Ils veulent parler à votre sœur immédiatement et ils ont demandé son emplacement actuel et ses coordonnées. Sa voix s'est légèrement brisée sous le stress. Mademoiselle Dubois, je dois vous demander directement. Avez-vous autorisé votre sœur à signer des documents en votre nom concernant la vente de votre propriété ? Non, je n'ai pas autorisé Mireille à signer des documents pour moi, Maître Durand. Il y eut une longue pause remplie uniquement du son de sa respiration rapide. Oh mon Dieu! Elle a falsifié votre signature sur des documents de transfert de propriété fédérale. Ce n'est pas seulement une fraude civile ou des litiges familiaux. Ce sont de multiples crimes fédéraux avec des peines minimales obligatoires. Les agents parlent de fraude électronique, de vol d'identité et de violation des statuts fédéraux de surveillance de la propriété. J'entendais des voix en arrière-plan de son bureau, des tons officiels et autoritaires que je reconnaissais de mon propre travail de coordination avec les agences fédérales d'application de la loi. Maître Durand, je vous recommanderais de coopérer pleinement à l'enquête fédérale et de fournir toute la documentation et les informations que les agents exigent. Il me demande de contacter votre sœur immédiatement pour l'informer que des agents fédéraux veulent l'interroger. Il pose également des questions sur les acheteurs et s'ils étaient conscients que cela impliquait une propriété fédérale. C'est un désastre, Mademoiselle Dubois. Je pourrais perdre ma licence à cause de cela. À 13h23, mon téléphone personnel a sonné. Le nom de Mireille est apparu sur l'écran. Sophie, qu'est-ce que se passe ? Sa voix était stridente de panique et de confusion. Des agents de la PJ viennent d'arriver chez moi avec des badges officiels et des mandats. Ils disent que j'ai commis des crimes fédéraux. Ils veulent m'arrêter et saisir mon ordinateur et mes dossiers financiers. J'étais toujours à mon bureau, examinant calmement des dossiers et préparant une réunion de l'après-midi sur les protocoles de suivi des crypto-monnaies. Par ma fenêtre, je pouvais voir des employés fédéraux marcher entre les bâtiments, menant les affaires courantes de la sécurité financière nationale. Cela semble très stressant et bouleversant, Mireille. Stressant ? Ils parlent de peine de prison fédérale. Ils ont dit quelque chose à propos de biens surveillés et de violations de sécurité et de transferts non autorisés d'actifs fédéraux. Qu'est-ce que tout cela signifie ? Tu fais un travail gouvernemental ennuyeux à faire de la paperasse. Quelle violation de sécurité pourrait être impliquée ? 2 agents fédéraux en costume sombre étaient en effet arrivés au domicile de ma sœur à 13h15. L'agent spécial Maria Rossi de la brigade financière de la PJ et l'agent spécial Jacques Martin de la Direction générale des finances publiques avaient passé la matinée à coordonner les protocoles de sécurité fédéraux et à examiner les rapports d'enquête générés automatiquement. Lorsqu'une propriété enregistrée sous des systèmes de surveillance fédéraux montre une activité de transfert non autorisée, des protocoles de sécurité automatisés s'engagent en quelques heures conformément aux procédures de sécurité nationale établies. La base de données de l'ACPR avait signalé la tentative de vente de mon appartement à 9h42 lorsque la société de titres a soumis la paperasse préliminaire au bureau du conservateur des hypothèques. À 10h15, les enquêteurs fédéraux examinaient les détails de la transaction, confirmant le vol d'identité et préparant des mandats de saisie de documents et d'interrogatoire de suspects. Mireille, ai-je dit calmement, en gardant le même ton paisible que j'avais utilisé tout au long de notre conversation du dîner de Noël. Tu as admis hier au dîner que tu avais falsifié ma signature sur des documents légaux pour vendre une propriété fédérale. Tu as commis une fraude électronique, un vol d'identité, une conspiration en vue de commettre des crimes financiers et une tentative de transfert non autorisé d'actifs fédéraux surveillés. Propriété fédérale, c'est juste ton stupide petit appartement dont personne ne se soucie.
Mon appartement est enregistré auprès du Trésor public en tant qu'actif surveillé en vertu de protocoles de sécurité fédéraux. Toute transaction non autorisée déclenche des procédures d'enquête fédérales automatiques qui ne peuvent pas être arrêtées une fois initiées. Ta signature falsifiée sur les documents de transfert constitue de multiples crimes fédéraux avec des peines minimales obligatoires allant de 4 à 12 ans de prison fédérale. La ligne est devenue silencieuse, à l'exception de sa respiration de plus en plus haletante et de ce qui ressemblait à des pleurs étouffés. Mireille, tu dois te rendre aux autorités fédérales immédiatement et retenir un avocat qualifié en défense pénale fédérale. J'ai continué sur le même ton calme et professionnel que j'utilisais lorsque je briefais les forces de l'ordre sur les enquêtes sur la criminalité financière. Résister à l'arrestation, fuir ou tenter d'entraver l'enquête entraînera des accusations fédérales supplémentaires qui entraînent des peines encore plus longues. L'argent de la caution de l'acheteur a été saisi comme preuve. La société de titres fait l'objet d'une enquête fédérale pour son rôle dans le traitement de documents frauduleux. Et Maître Durand coopère pleinement avec les enquêteurs fédéraux pour éviter lui-même des accusations criminelles. Mais j'essayais de t'aider. Toute la famille était d'accord que c'était la bonne décision financière pour ton avenir. L'accord de la famille ne l'emporte pas sur la loi fédérale. Mireille, tu as commis de graves crimes fédéraux devant 23 témoins qui t'ont entendu admettre la falsification et le vol d'identité. Ces témoins seront cités à comparaître devant un tribunal fédéral pour témoigner de ce qu'ils t'ont entendu dire. J'entendais la voix de l'agent Rossi en arrière-plan, calme et professionnel, expliquant les droits Miranda et les procédures d'arrestation fédérale. Mireille se voyait offrir la possibilité de se rendre volontairement plutôt que d'être arrêtée de force, ce qui serait mieux lors des audiences de détermination de la peine. Sophie, s'il te plaît, tu dois arrêter ça. Dis-leur que tout était un malentendu. Je ne peux pas arrêter une enquête fédérale, Mireille. Les crimes fédéraux ont des conséquences fédérales, quelles que soient les relations familiales ou les sentiments personnels. Tu as commis les crimes. Tu as admis les crimes devant de multiples témoins, et les agences fédérales d'application de la loi sont tenues de poursuivre ces crimes. À 14h47, Mireille s'est rendue aux autorités fédérales au bureau local de la PJ en centre-ville. Elle a été traitée, photographiée, prise d'empreintes digitales et détenue en détention fédérale en attendant sa mise en accusation. Les accusations étaient nombreuses et graves. Fraude électronique transfrontalière, vol d'identité aggravé, tentative de fraude fédérale sur la propriété, conspiration en vue de commettre des crimes financiers et violation des statuts fédéraux de surveillance de la sécurité. Le parquet a déposé des accusations criminelles formelles dans les 72 heures. Mireille risquait une peine minimale de 6 à 10 ans de prison fédérale, plus des frais de restitution dépassant les 85 000 € pour les dépenses d'enquête fédérale, les frais juridiques, les dommages à toutes les parties impliquées dans la transaction frauduleuse et les frais administratifs pour les violations du protocole de sécurité. Les acheteurs, un jeune couple nommé David et Julie Leroy, ont perdu leur dépôt de garantie de 31 500 € et ont fait face à leurs propres complications juridiques pour avoir tenté d'acheter une propriété fédérale par des moyens frauduleux. Cependant, les enquêteurs fédéraux ont déterminé qu'ils étaient des victimes inconscientes du stratagème de Mireille plutôt que des participants volontaires à des crimes fédéraux. Ils ont néanmoins subi des pertes financières et des frais juridiques dépassant les 15 000 €. Maître David Durand a fait face à des mesures disciplinaires immédiates de l'ordre des avocats pour avoir omis de vérifier les signatures sur les documents de propriété fédérale et pour ne pas avoir effectué la diligence raisonnable appropriée concernant la propriété et l'autorisation. Sa licence d'avocat a été suspendue en attendant l'enquête et sa compagnie d'assurance responsabilité professionnelle a engagé des poursuites judiciaires pour recouvrer ses pertes anticipées de l'enquête fédérale. La réaction de ma famille a été prévisible mais néanmoins décevante. Ils m'ont traité de sans cœur et de vindicative pour avoir porté plainte contre ma propre sœur pour ce qu'ils ont qualifié de simple malentendu familial qui avait été exagéré par des bureaucrates gouvernementaux. Ils ne pouvaient pas comprendre que je n'avais porté aucune accusation. Les systèmes de surveillance fédéraux avaient automatiquement détecté les crimes et initié des procédures de poursuite conformément au protocole de sécurité nationale établi. Ma mère m'a appelé à plusieurs reprises, pleurant et me suppliant de réparer cette situation en parlant à mon patron ou à quelqu'un en charge qui pourrait faire disparaître les accusations fédérales.
Elle ne pouvait pas comprendre que les crimes fédéraux ne disparaissent pas parce que les membres de la famille le demandent gentiment et que mon travail impliquait d'enquêter sur les crimes financiers plutôt que de les ignorer. Lors de l'acte d'accusation de Mireille 2 semaines plus tard, elle a comparu devant un tribunal fédéral vêtue d'une combinaison de détention orange, l'air pâle et épuisée par son séjour en détention fédérale. Elle a plaidé non coupable et a tenté de prétendre qu'elle pensait m'aider à prendre une sage décision financière que j'étais trop attachée émotionnellement pour prendre moi-même. Les procureurs fédéraux ont présenté des preuves exhaustives, y compris son aveu enregistré de falsification lors du dîner de Noël, des dossiers financiers montrant les tentatives de transactions frauduleuses détaillées, le témoignage de 23 témoins qui l'ont entendu avouer de multiples crimes, et le témoignage d'experts de responsables de la sécurité du Trésor public expliquant les systèmes de surveillance fédéraux et pourquoi les transferts non autorisés déclenchaient automatiquement une enquête criminelle. Le juge fédéral a refusé la libération sous caution, citant le risque de fuite, la gravité des accusations de fraude fédérale sur la propriété et les implications potentielles pour la sécurité nationale de l'accès non autorisé à des actifs fédéraux surveillés. Mireille resterait en détention fédérale jusqu'à son procès, qui était prévu pour 4 mois plus tard. Pendant la période précédant le procès, les enquêteurs fédéraux ont découvert que Mireille avait déjà falsifié des signatures sur des documents d'autres membres de la famille, y compris des documents de refinancement hypothécaire pour notre tante âgée et des demandes de crédit non autorisées utilisant le numéro de sécurité sociale de notre cousin. Ce qui avait semblé être un incident isolé de mauvais jugement s'est révélé être un modèle de fraude financière s'étendant sur plusieurs années. Les preuves supplémentaires ont renforcé l'affaire fédérale et éliminé toute possibilité de négociation de plaidoyer pour des accusations réduites. L'avocat de la défense de Mireille, un défenseur public fédéral nommé par le tribunal, l'a informé qu'une condamnation fédérale était pratiquement certaine compte tenu des preuves accablantes et des témoignages des témoins. 3 mois plus tard, face à des directives de détermination de la peine minimale obligatoire et à des preuves accablantes qui incluaient sa propre confession enregistrée, Mireille a accepté un accord de plaidoyer pour éviter une peine encore plus longue après le procès. Elle a été condamnée à 6 ans de prison fédérale, à une période de probation surveillée de plusieurs années et à une restitution ordonnée par le tribunal de 127 000 € pour couvrir tous les frais d'enquête fédérale, les frais juridiques, les dommages causés à de multiples parties et les frais administratifs pour les violations du protocole de sécurité. Le juge fédéral a expliqué lors de la détermination de la peine que les crimes impliquant des protocoles de sécurité fédéraux entraînaient des peines aggravées parce qu'ils compromettaient potentiellement les systèmes de sécurité nationale conçus pour protéger les opérations et le personnel gouvernementaux sensibles. Les actions de Mireille avaient déclenché des examens de sécurité coûteux, des modifications de protocoles et des procédures de surveillance améliorées qui ont coûté des ressources importantes aux contribuables. Mon appartement est resté exactement là où il avait toujours été, enregistré sous les systèmes de surveillance du Trésor public en tant qu'actif fédéral protégé d'une employée gouvernementale ayant une habilitation de sécurité top secret. La propriété ne pouvait être vendue, transférée ou modifiée sans une surveillance fédérale approfondie, des examens de sécurité et une autorisation de plusieurs agences. La tentative de fraude avait en fait entraîné des protocoles de sécurité améliorés autour de ma propriété et une surveillance accrue de mes activités financières. Les responsables de la sécurité fédérale ont effectué des examens approfondis de tous mes actifs, relations et vulnérabilités potentielles qui pourraient être exploitées par des acteurs hostiles cherchant à accéder à des informations financières sensibles. Je vis toujours dans mon petit appartement d'une pièce en centre-ville, je conduis toujours ma Renault Clio de 7 ans, je fais toujours mes courses dans des magasins discount et je prends toujours des vacances modestes en France. Ma famille ne comprend toujours pas que mes choix de mode de vie sont partiellement dictés par des exigences de sécurité plutôt que par des limitations financières. Et je ne suis pas autorisée à expliquer les détails de ces exigences. La différence maintenant est que les réunions de famille sont beaucoup plus calmes et plus discrètes. Mireille ne sera pas éligible à une libération avant d'avoir purgé l'intégralité de sa peine fédérale, qui ne permet pas de libération anticipée ni de libération conditionnelle. Les proches qui ont encouragé son comportement criminel font maintenant face à leurs propres conséquences financières. 12 membres de la famille ont reçu des assignations à comparaître fédérales en tant que témoins matériels dans des procédures pénales, ce qui leur a coûté des milliers d'euros en frais juridiques et en temps de travail perdu.
plusieurs membres de la famille ont fait l'objet d'un examen renforcé de leurs propres activités financières après avoir été associés à l'affaire fédérale de crimes financiers. L'entreprise de location immobilière d'oncle Robert a été auditée par l'administration fiscale et 2 cousins ont vu leurs habilitations de sécurité à leurs propres postes gouvernementaux réexaminées après avoir été liés à des enquêtes de fraude fédérale. Ma mère appelle occasionnellement pour demander quand je pardonnerai Mireille et l'aiderai avec ses frais juridiques et son argent de cantine pour la prison fédérale. J'explique calmement que les crimes fédéraux entraînent des conséquences fédérales, quelles que soient les relations familiales, et que le système judiciaire français ne reconnaît pas le pardon familial comme motif de rejet des accusations ou de réduction des peines. Elle ne comprend pas que mon habilitation de sécurité m'interdit en fait de fournir une assistance financière aux membres de la famille condamnés pour des crimes fédéraux, en particulier ceux impliquant la fraude financière et les violations de la sécurité. Une telle assistance compromettrait ma propre carrière et pourrait entraîner des accusations criminelles contre moi. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre de Mireille de l'établissement pénitentiaire fédéral où elle purge sa peine. Elle a écrit qu'elle comprenait enfin qu'elle avait commis des crimes graves avec des conséquences graves, mais elle ne comprenait toujours pas pourquoi je n'avais jamais averti la famille des problèmes juridiques potentiels liés à leur suggestion. Elle a demandé pourquoi je ne l'avais pas arrêtée avant qu'elle ne détruise sa propre vie et ne cause tant de dommages à d'autres personnes. J'ai répondu avec une réponse simple et honnête. La loi fédérale n'exige pas d'avertissement avant de poursuivre des crimes. Tu as fait tes choix en fonction de tes propres hypothèses et désirs. Mon travail n'a jamais été de t'empêcher de faire ces choix ou de te protéger de leurs conséquences. La lettre est revenue 3 semaines plus tard, marquée « Retour à l'expéditeur ». Détenu transféré. Apparemment, Mireille avait été transférée dans un autre établissement fédéral, peut-être en raison de problèmes disciplinaires ou d'une reclassification de sécurité. Je sirote toujours mon café tranquillement lors des quelques réunions de famille auxquelles j'assiste. Je souris toujours et reste calme lorsque des proches font des suppositions sur ma vie, mes finances et mes perspectives de carrière. La différence est que maintenant, ils sont beaucoup plus prudents et hésitants à faire des suggestions concernant ma propriété, mes décisions financières ou mes choix de vie. Certaines leçons sur la loi fédérale et la responsabilité personnelle ne peuvent être apprises que par l'expérience directe. La prison fédérale offre une excellente éducation sur les conséquences à long terme des crimes financiers, du vol d'identité et de l'ingérence non autorisée dans les systèmes de sécurité fédéraux. Mon appartement reste exactement là où il doit être, sous la protection et les systèmes de surveillance fédéraux, comme il l'a toujours été depuis le jour où je l'ai acheté avec une divulgation complète aux responsables de la sécurité du Trésor public il y a 6 ans.